Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir. Bienvenue sur le plateau de Parlons Franchement. Mon invité aujourd'hui est M. Augustin Oufoué Abdoulaye Thiam, gouverneur du district autonome de Yamoussoukro, petit-fils de Félix Houphouët-Boigny et chef de canton des Akoué. Son nom de règne, on peut le rappeler, Nana Augustin Boigny Ndri III. Monsieur le gouverneur, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté mon invitation. Je voudrais saluer l'importante délégation du district autonome qui vous accompagne avec des vice-gouverneurs. Avec vous aujourd'hui, nous allons parler de beaucoup de choses. On parlera d'abord de vous-même, du district de Yamoussoukro que vous dirigez en tant que gouverneur. Quels sont vos projets pour la capitale de notre pays, en tout cas vos actions. Le moins qu'on puisse dire qu'elles ne sont pas très visibles. Vous nous en parlerez tout à l'heure. On parlera du transfert de la capitale de la famille Houphouët-Boigny, dont vous êtes l'héritier. Le président Houphouët-Boigny, tout le monde le sait en Côte d'Ivoire, aimait bien la discrétion dans tout ce qu'il faisait, mais depuis sa disparition, sa famille nous sert souvent, c'est différent dans la presse, ce qui désacralise un peu le mythe que nous avons tous admiré. Sur le plan politique, l'actualité est dominée par le parti unifié, le RHDP. Vous êtes membre de la direction du RDR. On va parler un peu de tout cela, mais on va commencer par vous présenter, monsieur le gouverneur, aux téléspectateurs. Vous avez aujourd'hui 64 ans. Vous êtes né à Yamoussoukro. Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire un peu? De ma naissance, Oui, de mon âge. De votre âge, votre lieu de naissance. Je suis né effectivement le 14 août 1952 à Yamoussoukro. Je suis gouverneur du district autonome de Yamoussoukro, c'est vrai, mais je suis docteur en médecine. Donc j'ai, comme tous les enfants baoulés qui sont nés à l'époque, j'ai passé ma tendre enfance à Yamoussoukro jusqu'à atteindre l'âge scolaire. Et jusqu'à l'âge de 6-7 ans, la première langue et seule langue que je parlais était le baoulé. Très bien. Et j'ai appris le français à l'école. Vous êtes le fils de Amadou Thiam, Tout à fait. ambassadeur, qui était également notre ministre de la communication. Et votre mère était la nièce du président Houphouët-Boigny, Marietou, c'est bien ça? C'est tout à fait ça. Très bien. Alors, dans l'ordre des enfants Thiam, vous êtes quelième? Mon nom baoulé, c'est Nguessan. Et comme le veut la tradition, je m'appelle Nguessan parce que je suis le troisième garçon. Très bien. C'est une famille de combien d'enfants? De 7 enfants. 7 enfants. J'ai perdu un grand frère, Papa Abakar. Nous sommes 6. 4 garçons et 2 filles. Très bien. Et vous avez fait vos études primaires en Côte d'Ivoire? Oui, à l'école primaire publique de la RAN, dont à l'époque le directeur était M. Adiko Niamke, qui a été ensuite secrétaire général de l'UGTCI. GTCI. Nous avons eu ensuite M. Assamoah, qui est mort accidentellement, je crois, en descendant d'un train dans une gare en Europe. Ensuite, j'ai fait le collège du Plateau, 6e, 5e. Et à l'époque, mon père venant d'être nommé ambassadeur au Maroc, je suis allé au Maroc au lycée Descartes à Rabat où j'ai terminé mes études. Je suis revenu ici en 72, passé le bac au lycée classique. Et ensuite, mes études supérieures à la faculté de médecine d'Abidjan. Et en France aussi, à Tours? 2 années, 3 années à l'hôpital Bretonneau à Tours, faculté de médecine aussi, et puis retour à Abidjan. Très bien. Alors, généralement, quand on parle de la qualité des enfants Thiam, tout le monde met l'accent sur leur intelligence, mais on ne parle pas beaucoup de vous, alors que vous avez fait des études universitaires très, très brillantes, études de médecine, sanctionnées par un doctorat d'État. Je ne suis pas public, mais les malades qui ont fréquenté le CHU de Cocody à l'époque, eux se souviennent de moi. J'ai des amis promotionnaires. Le docteur Jacques Sissoko, qui est aujourd'hui directeur du SAMU, est mon promotionnaire. Le professeur Bana Abdoulaye est mon promotionnaire. Le ministre Kakou Gikawe est mon promotionnaire. Je pourrais en citer toute une liste. Donc, c'est dû au fait que je n'ai pas eu, jusqu'à ce que je sois gouverneur, je n'étais pas un homme public. Mes autres frères, à part le fait d'avoir été brillants, comme vous dites, ont occupé des hautes fonctions. Mon frère aîné a été président de la CIR. Mon frère cadet a été ministre des Transports, directeur de la Citaraï. Mon autre jeune frère a été ministre du Plan. Moi, la première fonction publique politique que j'occupe, c'est gouverneur de Yamoussoukro. Donc, on ne me connaissait pas. Très bien. Et quand on parle donc de vos frères et sœurs, on cite souvent votre jeune frère, Tidiane Thiam. C'est quoi, un peu d'ombrage ou alors c'est une grande fierté pour vous? Il faut le signaler, à la tête du Crédit Suisse, c'est le premier Africain à occuper cette fonction. Oui. Ouais. Qu'est-ce que je peux dire de Tidiane? Mais pour vous qui ne le connaissez pas, il peut vous surprendre.
pour nous, ses frères, qui l'avons toujours connu, il nous a habitués à l'excellence. C'est un garçon qui, depuis la maternelle, ne sait pas ce que c'est qu'être deuxième de sa classe. Voilà, il a toujours été brillant. Et le poste qu'il occupe aujourd'hui, il le doit à son travail, à son mérite. Vous savez, il y a un mot anglais qui décrit les gens qui sont addicts à l'alcool. On les appelle les alcooliques. Les anglophones, dans leur génie, ont inventé aussi le mot workaholic pour les gens qui sont drogués du travail. Tidiane correspond tout à fait à cela. Il peut travailler 20 heures, 22 heures d'affilée. Il est vraiment, excusez-moi, à shooter du travail. Il travaille énormément. Maintenant, vous parlez du mérite des enfants. Thiam, je souhaiterais dire que le mérite revient surtout à nos parents. Je voudrais d'abord rendre grâce, bien sûr, à Dieu, qui a permis cela, et surtout à mes parents. Nous avons eu des parents exceptionnels. Aussi loin que je me rappelle, nous avons eu toujours 3 repas par jour. Nous avons eu à chaque rentrée scolaire toutes nos fournitures, tous nos équipements, une voiture pour nous amener à l'école. Bref, je mesure aujourd'hui à leur valeur les sacrifices auxquels ont dû consentir mes parents pour nous assurer ça 365 jours par an. Et je leur en rends grâce. C'est grâce à eux surtout. Et je pense que n'importe quel enfant placé dans ces conditions-là ne peut que réussir. Notre mérite est minime par rapport à leur sacrifice. Très bien. Alors, quand on parle de votre frère, de temps en temps, la presse parle de lui, de son intelligence, d'un probable retour sur la scène politique ivoirienne. Vous le disiez ça, qu'est-ce que vous en pensez, vous? Vous savez, j'ai pour habitude de ne pas m'exprimer sur les sujets polémiques. Bon, son retour politique en Côte d'Ivoire, 2020. Mais qui sera là en 2020? Moi, je vous pose la question. S'il y a 5 ans en arrière, on vous avait dit que vous seriez président du conseil d'administration de la RTI, est-ce que vous l'auriez cru? Vous l'êtes. Vous l'êtes. Donc l'avenir est dans les mains de Dieu qui décide de tout. Et puis secondairement dans les mains de Tidiane. Pour avoir une réponse à cette question, il faudrait la lui poser. Moi, mais vous qui êtes son aîné, qui êtes déjà dedans, dans la politique en Côte d'Ivoire, s'il vous demande conseil, qu'est-ce que vous le direz? Oui, tu peux venir, Tidiane, ou alors je te conseille de continuer là où tu es. Récemment, il y a eu une petite polémique sur sa probable nomination à la classe au FMI. Et je crois qu'il a répondu que la personne qui était à ce poste aujourd'hui était son ami. Il avait une grande estime pour elle et qu'il était très bien au Crédit Suisse. L'avenir, c'est ce qu'il dit maintenant. 2020, c'est trop loin pour moi. Vous avez dit tout à l'heure, j'ai 64 ans. Serais-je seulement vivant en 2020? Vous, son aîné, vous avez une réputation, ou du moins vous avez fait une réputation sulfureuse. On a dit lanceur, enfant gâté, il ne prend pas son travail très au sérieux. Cela vous a suivi pendant de longues années. Est-ce que vous dites que c'est une fausse réputation qu'on vous a faite, ou alors vous dites aujourd'hui il y avait un petit fond de vérité là-dedans? Vous savez, j'ai été gâté par le président Houphouët-Boigny parce qu'il avait une relation fusionnelle avec son frère Augustin. Et nous sommes 3 ou 4 dans la famille à nous appeler Augustin, dont le fils cadet du président Houphouët-Boigny lui-même. Et il avait une affection particulière à tout ce qui s'appelait Augustin. Mais ce que vous dites est un peu contradictoire. J'ai jamais pris mes études au sérieux. Comment j'ai pu être docteur en médecine? Bon, il faut faire et laisser parler. Je crois que, comme je dis souvent, tous mes frères ne peuvent pas être intelligents et moi seul bête. Peut-être que je ne travaillais pas au même rythme que les autres. Peut-être que les gens me voyaient dehors à 1h du matin, mais que savaient-ils de ce que j'avais fait depuis 18 heures? Mais vous savez quand vous faites cette réputation. Oui, mais je dis faire et laisser dire. Ça n'engage que ceux qui me font cette réputation-là. Aujourd'hui, je suis docteur en médecine. Et je ne pense pas que mon diplôme ait moins de valeur que les autres diplômes de mes frères et sœurs. Si vous m'aviez dit, on dit que vous tuiez les gens à l'hôpital, peut-être que j'aurais répondu. Mais on dit que vous étiez un noceur, je ne réponds pas. Et à tel point qu'en 1995, quand le président Bédié vous avait nommé à la tête du CILAD, Comité ivoirien de lutte anti-drogue, ça fait jaser. 95, vous dites? 95. Ça fait combien d'années? 21 ans. Écoutez, je suppose que ça fait jaser les mêmes personnes aussi qui ont jasé sur ma prétendue non prise au sérieux de mes études. Faire et laisser dire. Je ne réponds pas à cela. Très bien. J'ai été au CILAD.
j'ai rempli ma mission au CILAD. Il s'agissait d'élaborer un plan national de lutte antidrogue qui a été fait. J'ai quitté le CILAD, je suis allé faire des études de journaliste. C'est le passé. Parlons d'aujourd'hui et de demain. Très bien, aujourd'hui, tout ça est loin derrière vous. Vous vous souvenez de ce que vous avez fait il y a 21 ans? Pas du tout. Bon, ben voilà, c'est pareil pour moi. Très bien. Alors, je rappelais tout à l'heure que vous avez un doctorat en médecine. Vous avez travaillé pendant combien d'années? Écoutez, j'ai passé mon bac en 73. J'ai soutenu ma thèse en 83, je crois. Et j'ai passé... Ce que les gens oublient souvent, c'est que dès la 2e année de médecine, vous commencez à travailler à l'hôpital. Dès la 4e année, vous êtes externe. Ensuite, je n'ai pas passé le concours d'internat, mais vous êtes à l'hôpital tous les jours que Dieu fait jusqu'à ce que vous quittiez l'hôpital. Donc, vous ne sortez pas de l'école et puis on vous met à l'hôpital. Dès la 4e année, vous êtes à l'hôpital. Donc, je peux dire que j'ai passé une bonne quinzaine, vingtaine d'années à l'hôpital. Mais je n'ai jamais fait de médecine privée. Vous savez, je vais peut-être rentrer dans quelque chose d'un peu personnel. J'ai fait des études de médecine avec un bac philo. Et j'ai fait des études de médecine parce que j'estimais que sans avoir rien reçu de demander à la vie m'avait tout donné. Et pour moi, faire des études de médecine, c'était ma façon de rendre à la vie le trop que j'avais reçu. Et je ne voyais pas la médecine comme un moyen de m'enrichir, ni un moyen pour faire de l'argent ou travailler en clinique. Je voyais ma vie à l'hôpital. Et c'est dans les hôpitaux que j'ai passé la plus grande partie de ma vie professionnelle de médecin. C'est peut-être pour ça que je ne suis pas trop connu. Mais je vous dis, je suis à l'origine avec le docteur Sissoko, avec le professeur Bondurant à l'époque, de la création du SAMU, qui continue de vivre jusqu'à aujourd'hui, de la création de SOS Médecins. Nous prenions nos gardes avec les pompiers à la caserne des pompiers de Lindenier. Mais à l'époque, vous ne nous invitiez pas sur les plateaux de la télévision pour en parler. Donc c'est tombé aux oubliettes de l'histoire. Très bien. Alors, vous avez fait de brillantes études de médecine, vous terminez avec un diplôme de docteur d'État, vous pratiquez la médecine et puis un beau matin, vous plaquez tout, vous allez à Jeune Afrique, faire du journalisme, vous y avez travaillé, c'est quoi? 5 ans. 5 ans. C'est totalement différent ces deux métiers. Vous plaquez la médecine que vous avez apprise à l'université et puis vous décidez de devenir journaliste. C'est quoi? Qu'est-ce qui a provoqué ce Vous savez, il faut changement? revenir 30 ou 40 ans en arrière, l'état dans lequel la médecine se trouvait à cette époque. Voilà. Et pas de médicaments, dans les services des urgences, nous avions beaucoup de problèmes. Et très souvent, notre rôle, c'était faire des ordonnances pour que les gens aillent acheter des médicaments. Je ne me sentais pas à l'aise dans cette... Je ne voyais pas la médecine comme ça. J'étais presque un assistant de la mort. Je ne voyais pas du tout mon rôle de médecin comme ça. Donc effectivement, un jour, j'ai tout laissé. Est-ce que la meilleure façon d'aider, c'est de tout plaquer et de partir? Mais vous savez, mon patron à l'hôpital disait, il n'y a pire chose dans la vie que de faire un métier que vous n'aimez pas. Je n'avais pas les moyens d'exprimer la plénitude de ma fonction. Je ne me trouvais pas utile. Donc je me suis dit, allons faire autre chose. Mais je suis devenu journaliste scientifique. Donc mes études de médecine m'ont servi, puisque à Jeune Afrique, je tenais les pages médicales, les pages scientifiques. Donc mes études de médecine m'ont servi à être un journaliste scientifique. Et vous y êtes resté combien de temps? 5 ans. Quels souvenirs vous en gardez? Ça a été une très bonne école pour moi. D'abord, M. Ben Yamed m'a obligé à suivre des cours au CFPJ, rue du Louvre, Paris. Et je suis resté pendant près de 2 ans, écrire des articles qui ne paraissaient jamais. Les articles sont vus, relus, corrigés. Ça a été une bonne école d'écriture et d'apprentissage pour moi. Ensuite, la presse écrite est une presse qu'on peut qualifier de presse froide. On ne réagit pas tout de suite. Et puis, M. Ben Yamed est quelqu'un de très rigoureux. Quand vous écrivez un article, que vous faites du journalisme d'investigation, avant de publier un article, il vous demande toujours, est-ce que vous avez des biscuits? Vous êtes journaliste, vous savez ce que ça veut dire. Avez-vous des éléments? Si demain on nous attaque en justice, avez-vous les moyens de vous défendre? Aujourd'hui, ça se perd. Les gens ne recoupent plus leurs nouvelles, leurs informations, ne mènent plus de journalisme d'investigation. Ils entendent une rumeur, ils publient un article et ensuite ils demandent pardon. Et vous-même, vous en avez été victime? Non, disons que victime est un grand mot. Oui, on m'a mis en prison pour avoir, paraît-il, escroqué plusieurs millions. J'ai été mis aux arrêts à la une d'un journal, Le Jour, pour ne pas le nommer. Et puis, bon, c'était faux. C'est un manque de professionnalisme inqualifiable.
Et c'est le regard que vous portez sur la presse ivoirienne dans son ensemble. Certaine presse. Une certaine presse. Je crois que certains journalistes, il y a des mauvais partout. Il y a des mauvais avocats, il y a de mauvais journalistes, il y a de mauvais médecins. Il y en a quelques-uns chez vous, comme dans toutes les autres professions. Manque de déontologie, manque de professionnalisme, manque de rigueur. Jeune Afrique, pour moi, a été une école de rigueur. Parlons un peu maintenant de la famille Houphouët-Boigny, dont vous êtes un des dignes membres. Hein. Il nous est donné de voir aujourd'hui, sur la place publique, les litiges concernant les membres de la famille Houphouët. On peut citer le litige entre l'ex-première dame, Mme Thérèse Houphouët-Boigny, et l'ambassadeur Georges Weah, le directeur du protocole. C'est dans la presse qu'on le lit. Il y a aussi l'héritage des Akoué. Aujourd'hui, vous êtes le chef de canton des Akoué. Héritage que vous conteste votre frère Augustin Daoué-Boigny. Quelle est votre part de vérité aujourd'hui, monsieur le gouverneur? Vous savez, il ne faut pas réduire la famille Boigny à 2 ou 3 querelles. On dit la langue et les dents sont dans la même cavité et se mordent, mais personne ne jette l'autre. Il n'y a pas de famille sans histoire. Cela dit, la famille Boigny cultive 2 qualités, l'humilité et la discrétion. Donc, je suis tenté de ne pas répondre à votre question. Et en même temps, je me dis, trop parler peut être coupable, comme trop se taire peut être coupable aussi. Vous avez évoqué les affaires entre Mme Thérèse Houphouët-Boigny et M. Weah, l'ambassadeur Georges Weah. Je ne vais pas en parler parce que je n'en sais pas grand-chose. Vous avez parlé de mon petit frère, Augustin, qui me conteste la chefferie. Je vais vous ramener un peu en arrière. Quand, il y a 20, 30 ans à peu près, certains jeunes Ivoiriens ont été jetés à la rue au cri de Houphouët voleur. Le président Houphouët en avait été meurtri dans sa chair. Et pour une fois, il avait rompu le silence. Il était venu sur les antennes et il avait parlé de sa famille, de son héritage, de sa fortune. Et quelques jours après, il était revenu pour s'excuser d'avoir trop parlé. Et au cours de cette intervention, qu'est-ce que le président Houphouët-Boigny avait dit en substance concernant son héritage et sa famille? J'ai 4 sœurs. 3 sœurs n'ont pas d'enfants. La seule sœur que j'ai qui a des enfants, c'est Mamie Yaka Amoui. Et ses petits-fils sont mes héritiers traditionnels. La Côte d'Ivoire entière, à cette époque, on avait déduit que les enfants Thiam, qui sont les petits-fils de cette sœur-là, étaient les héritiers d'Houphouët. Je reviens 30 ans plus tard. Nous nous trouvons exactement dans la situation que décrivait le président Houphouët-Boigny il y a 30 ans. Par héritier, il n'entendait pas héritier de sa fortune. Il entendait héritier de la chefferie. Et la chefferie de canton chez nous, je vais en dire quelque chose, se transmet par les femmes. C'est ce qu'on appelle communément le matriarcat. Vous êtes chef parce que votre mère est sœur de chef ou votre grand-mère est sœur de chef. Je m'attendais à cette question. Et donc, la chefferie de canton entre dans notre famille comment? Le premier chef de canton s'appelait Kwasingo I. Il avait 4 sœurs. Ndrikan, Moumra, Yablé et Yaakan. Ça veut dire que chacune de ces sœurs peut transmettre à sa descendance mâle, parce que chez nous, les hommes seulement héritent de la chefferie de canton, peut donc transmettre à sa descendance mâle la chefferie de canton. Quand le premier chef de canton meurt, le deuxième à lui succéder, c'est Augustin. Pourquoi? Parce que sa mère, Ndrikan, est la sœur de ce chef de canton-là. Quand Augustin meurt, le troisième chef de canton, c'est Félix lui-même. Parce que sa mère, Ndrikan, est la sœur de ce premier chef. Ces 2 sœurs, Mamie Fété et Mamie Adjoua, n'ont pas d'enfants. Quand Houphouët-Boigny ne peut plus être chef ou ne veut plus être chef, on remonte dans l'arbre généalogique à la 2e sœur de ce même premier chef qui s'appelait Mbra. Et on prend son fils, Kwasingo, qui devient le 4e chef de canton. Quand ce 4e chef de canton meurt, on remonte encore dans le même arbre. On prend la 3e sœur qui s'appelle Yablé, dont la fille, Mamie Djeneba, n'a pas de descendance. On remonte dans l'arbre. On prend la 4e sœur, Yaakan, dont la fille, Mamie Amoui, a une fille, Marietou, qui a un fils, Augustin. Cela revient à dire que la règle du matriarcat qui a été appliquée aux 4 chefs précédents
est la même qui m'est appliquée. Et c'est à ce moment-là que d'autres disent « Ah non, le matriarcat qui a été appliqué à 4 chefs, on va le changer et maintenant on va appliquer le patriarcat. » Excusez-moi, il y a de quoi être étonné. Voilà sur quoi se fonde la revendication de mon cousin. Il veut quelque chose auquel sa naissance ne lui donne pas droit parce qu'il est descendant de garçons. Chez nous, on appelle ça Yaswaba. Chez nous, seuls héritent de la chefferie de canton les Blaba. Et j'en suis 1 sur 3 générations. Donc, nous jouons dans la même équipe. Nous sommes partenaires au sein de la même famille, sauf que le chef de canton, c'est pas lui. Et à votre avis, d'où cela vient qu'il vous conteste? C'est à lui qu'il faut poser la question. Moi, pour moi, c'est mon petit frère. Vous avez dit tout à l'heure votre cousin, je vous ai dit mon petit frère. J'ai toujours eu d'excellentes relations avec lui. Nous avons fait beaucoup de choses. La jeunesse dissolue dont vous parliez tout à l'heure, nous l'avons menée ensemble. Nous avons énormément de fait de choses ensemble. Je n'ai pas compris moi-même tout à coup qu'il s'élève contre moi. Mais je vais revenir aussi sur une citation que j'aime bien. Vous savez, beaucoup d'hommes politiques disent avoir lu Machiavel, Le Prince. Et il y a une phrase du Prince que j'aime bien. Dans Le Prince de Machiavel, il y a cette phrase. Donc, le prince devenu roi doit savoir oublier les querelles du prince et commencer son nouveau ministère par un ministère sur lui-même. Dès lors que je n'étais pas chef de canton, je pouvais me battre, je pouvais avoir des adversaires, je pouvais me fâcher. Mais dès que je deviens chef de canton, je dois commencer mon ministère de chef de canton par un ministère sur moi-même. Calmer mes passions, calmer mes haines, ne plus avoir d'adversaires, ne plus avoir des ennemis. Pour être un bon chef, je dois savoir être le chef de ceux qui m'ont soutenu comme le chef de ceux qui m'ont combattu. Et donc je saisis l'occasion pour dire simplement à ceux-là de venir me rejoindre pour qu'ensemble, nous gérions ce bien qui nous est commun. Vous avez dit mon jeune frère. Est-ce qu'avec votre jeune frère, vous vous êtes assis comme ça pour Plusieurs parler? fois. Plusieurs fois. Vous savez, j'aime pas les conflits. Et je suis allé moi-même plusieurs fois le voir. Mais il est peut-être mal conseillé. Vous pensez qu'il y a des mains obscures qui tirent les ficelles? C'est fort possible. Mais nous n'avons a priori pas de problème vraiment réel entre lui et moi. Donc il ne faut pas résumer ce problème Augustin Daoué, Augustin Thiam, à la ramener à toute la famille. La famille où Fouette-Boigny se porte très bien. Et vous savez, je viens d'expliquer la succession chez nous. Moi, je n'ai jamais dit que je veux être chef. On dit, on ne devient pas chef, on est chef. C'est votre naissance qui fait de vous un chef, ce n'est pas votre ambition. La chefferie est venue à moi, je ne suis pas allé à la chefferie. C'est après avoir franchi toutes les étapes traditionnelles que l'administration vous délivre un arrêté préfectoral. J'ai même lu Augustin Thiam, chef par arrêté préfectoral. L'arrêté préfectoral est comme le bac que vous passez à la fin du lycée. Vous ne pouvez pas avoir le bac dès la 6e. L'arrêté préfectoral, c'est l'aboutissement d'un cheminement traditionnel. Et c'est ce document qui fait de vous un auxiliaire de l'administration. Et entre la date où le village a demandé mon arrêté et la date où on me l'a donné, s'est écoulé 1 an, pendant lequel des enquêtes ont été menées par le préfet de région. Et à la suite de ça, on m'a délivré un arrêté préfectoral qui fait de moi effectivement le chef de canton. On dit d'enquête, ça veut dire que tous ceux qui ont voix au chapitre ont confirmé, on dit c'est Augustin Thiam qui doit être donc l'héritier. Écoutez, j'ai franchi toutes les étapes. Est-ce qu'il n'y a pas d'arrière-pensée politique dans ce débat? Je ne veux pas en tenir compte. Vous savez, je ne veux pas même rentrer dans ce débat-là. Supposons même que je sois le pire des choix. Nous sommes 5 garçons. Chacun de mes frères a autant de droits que moi d'être chef. Qu'est-ce qu'on fait d'eux une fois qu'on m'a éliminé? Il faudrait que chacun des deux épuise ses droits à la succession avant qu'on pense à quelqu'un d'autre. Ce n'est pas le cas. Même moi, avant de me faire chef, on a demandé à mon grand frère Daouda. Le droit d'aînesse existe chez nous. Félix a été chef après son frère. Mais il a fait une lettre de renonciation pour que son petit frère Augustin devienne chef avant lui. Donc mon grand frère a été consulté, ma tante Monique, qui aujourd'hui me combat, a été consultée, a donné mon nom. La sœur de ma mère a donné mon nom. Les sachants de la famille, M. Bani, M. Diallo, tout le monde a été consulté, tout le monde a été d'accord. C'est moi qui, en 2010, aux côtés du roi des Nzima, reçois le président Bédier
et le président Ouattara et qu'on lance le mot voter à l'anissan. Et je les reçois, pourquoi? Parce que je suis chef de canton, assis à côté du roi d'Enzima. Donc, en 2010, je suis chef de canton, je reçois Bédié Ouattara, et en 2015, il faut m'enlever. Que s'est-il passé entre-temps? Posez la question à ceux qui veulent m'enlever. On le saura plus tard. Alors, parlons maintenant de la Chambre. Vous êtes donc chef de canton des Akoué, vous êtes donc membre de la Chambre des rois et chef de Côte d'Ivoire. Quel est votre niveau de responsabilité et que fait cette Chambre, donc, à votre avis, pour le développement de la Côte d'Ivoire? Est-ce qu'elle a sa place? Il ne faut pas voir ça en termes de niveau de responsabilité. Vous avez parlé d'une chambre. Les décisions de la chambre sont consensuelles. Ensuite, la création de la chambre répond à une promesse électorale faite par le candidat Alassane Ouattara. Et il faut dire aussi que les lois et règlements qui régissaient les chefs coutumiers en Côte d'Ivoire dataient de 1947. Il n'était plus que temps de l'actualiser. Mais il me semble que nous sommes venus uniquement pour parler de la chefferie. Quant aux missions de la chefferie, récemment, vous avez vu que le président Ouattara nous a reçus. Nous avons organisé un séminaire et nous avons produit un rapport, nous avons fait des recommandations au chef de l'État et ça a été notre contribution au retour à la paix et à l'harmonie en Côte d'Ivoire. Donc, le chantier de la chefferie est vaste. Nous avons beaucoup de choses en projet. Par exemple, nous avons des règles de mariage, des règles de succession qui ne sont pas codifiées, qui ne sont pas écrites. Comment les transmettre aux générations futures? Uniquement par la voie orale? Il va falloir les mettre sur papier. Nous avons un projet de produire des livres didactiques. Nous avons un projet d'écrire l'histoire de nos différentes peuplades. Nous avons un projet de parler des accords interethniques, des alliances intertribales, interfamiliales. Bref. Donc c'est une chambre qui a parfaitement sa place dans la Côte d'Ivoire d'aujourd'hui. Tout à fait. Très bien. Alors, parlons maintenant du district. On n'a pas qu'à parler de la chefferie. Depuis 2011, vous êtes le gouverneur donc, du district autonome de Yamoussoukro, monsieur le gouverneur. D'abord, présentez-nous ce district-là. Comment, sa situation géographique et tout ça, pour ceux qui ne connaissent pas Yamoussoukro. Qu'est-ce qu'on peut dire? Écoutez, le district est une collectivité territoriale de type particulier qui a été créée par la loi et qui, ces dernières années, a connu différentes modifications. D'abord, le district autonome de Yamoussoukro faisait partie intégrante de la région des Lacs, puis la région des Béliers. Et puis récemment, des lois ont été votées qui séparent le district autonome de Yamoussoukro de la région du Bélier. Et au jour d'aujourd'hui, aux yeux de la loi, le district de Yamoussoukro est composé des départements de Yamoussoukro et d'Atigouakro, avec au capital Yamoussoukro. Donc c'est une collectivité territoriale de statut particulier. Le gouverneur est nommé en conseil des ministres, il a rang de ministre, il est nommé par décret présidentiel, il est nommé avec 5 vice-gouverneurs et il travaille avec un conseil du district qui est l'émanation des élus locaux. Par exemple, 2/3 du conseil du district est choisi parmi le conseil municipal des communautés du district et 1/3 est nommé par le président de la République. Voilà présenté en gros sur le plan administratif le district de Yamoussoukro. Et donc depuis 2011, vous êtes donc à la tête du district. Quelles sont vos attributions, monsieur le gouverneur? Le district est avant tout un outil de développement. Nos champs sont multiples, variés. Surtout éducation nationale, santé, environnement, construction, planification du développement, réfection de routes, construction d'écoles, construction de collèges. Par exemple, quand nous avons été nommés en 2011, le district avait lancé la construction de 4 collèges. Tiendé-Kro, Molonoublé, Atigouakro et Kossou. Et ces 4 chantiers étaient pratiquement totalement arrêtés. Aujourd'hui, 2 de ces collèges font désormais partie de la région du Bélier. Ce sont les collèges de Tiendé-Kro et de Molonoublé. Et 2 de ces collèges, celui de Kossou et d'Atigouakro, font partie du district autonome de Yamoussoukro. Le collège de Kossou est achevé et fonctionnel. Le collège d'Atigouakro aussi est pratiquement achevé, fonctionnel. Nous construisons aussi des écoles. Nous avons, pour l'exercice 2014-2015, construit une douzaine d'écoles primaires de 3 classes avec bureaux. Nous avons construit aussi une douzaine de logements sociaux pour les instituteurs qui travaillent dans ces écoles. Nous reprofilons de routes. L'année dernière, 2014-2015, nous avons reprofilé près de 103 km de pistes villageoises. Nous entretenons la nationale, beaucoup de choses. Nous avons mis en place un système d'information géographique. Nous allons ouvrir au mois de mars un centre
multimédia communautaire à Yamoussoukro pour permettre aux plus démunis d'avoir accès à Internet. Nous nous lançons aussi dans l'agriculture. Nous avons plusieurs projets agricoles, dans le riz. Il y a Nouvelle, dont vous avez entendu parler dans les médias écrits. Nous avons un accord de partenariat avec l'INPHB, nous allons installer environ 300 jeunes agriculteurs. Nous avons un autre projet financé par la Banque mondiale qui s'appelle le PGDEC, qui va nous permettre d'installer environ 500 jeunes agriculteurs toujours. Nous avons signé un accord de partenariat avec la CIPRA, qui est une société de production d'aliments de bétail, qui vient d'ouvrir une usine de production d'aliments de bétail sur la route de Saint-Fra à la sortie de Yamoussoukro et qui va installer environ une centaine de jeunes producteurs de maïs. Nous sommes en train de passer aussi un accord de partenariat avec le Conseil du café cacao et nous allons réensemencer les 1200 hectares de la plantation de Tomboucro. Voilà en gros les différents champs dans lesquels nous intervenons. Quand on parle du développement de Yamoussoukro, la question des droits coutumiers revient avec force. Monsieur le gouverneur, aujourd'hui, quel est le point de la situation? Est-ce que tout est réglé ou on voit des règlements? Écoutez, il y avait une structure qui était chargée du transfert de la capitale et qui gérait cette histoire de droits coutumiers. Pour ce qui nous concerne, nous, au district de Yamoussoukro, nous avons arrêté certaines dispositions. Toute nouvelle réalisation doit intégrer dans l'estimation de son coût la purge des droits coutumiers. Le district de Yamoussoukro, par exemple, a écrit le plan stratégique de développement du district pour les 15 prochaines années. Et nous allons investir près de 500 milliards dans différents secteurs. Et nous venons de rencontrer des investisseurs chinois suite à une mission que nous avons conduite en Chine, que Madame le Premier vice-gouverneur a conduite. Elle est revenue et 4 projets ont été retenus par des investisseurs chinois qui vont financer à 100% ces 4 projets-là. Il s'agit d'une voie de contournement de Yamoussoukro qui sera d'une longueur d'une trentaine de kilomètres, qui va contourner Yamoussoukro, qui fera la jonction entre l'autoroute qui arrive d'Abidjan et l'autoroute qui va partir sur Boaké-Thiébissou. Nous avons un projet d'abattoir, nous avons un projet aussi de môle, comme le Morocco Mall, qui va être construit à Yamoussoukro. Nous avons aussi un système d'épuration des égouts, des stations d'épuration des eaux usées à Yamoussoukro. Voilà les 4 projets qui vont très certainement être réalisés dans les années qui viennent. Et quels sont les moyens dont vous disposez pour la réalisation de tous ces projets-là? Mais ça va être fait en BOT, Build, Operate, Transfer. Les investisseurs vont gérer, amortir et transférer ça au district. Monsieur le gouverneur, quand on arrive à Yamoussoukro, il y a 2 choses qui choquent tout de suite. C'est le marché qui est en pleine ville et puis les lacs qui en ajoutent au charme de Yamoussoukro qui ne sont plus entretenus, en tout cas pour certains. Quelle est la situation? Qu'est-ce qui bloque? C'est manque de moyens ou bien est-ce que vous avez des projets, par exemple, pour la construction de nouveaux marchés, déplacer celui qui est là? Ça fait vraiment désordre quand on arrive à Yamoussoukro. Je pourrais vous dire que je vous suggère d'inviter M. le maire à votre prochaine émission parce que tout ce qui concerne la commune est sous l'autorité du maire. Et le district de Yamoussoukro n'a sous son autorité que la nationale 3 qui traverse Yamoussoukro. Le reste est de la compétence du maire. Très bien, j'espère que j'aurai l'occasion de la voir un jour. Mais pour le commun des Ivoiriens, c'est vous le gouverneur, c'est monsieur le maire, c'est vous deux qui êtes à la tête donc du développement de Yamoussoukro. Est-ce que vous en parlez quand vous voyez? J'imagine que ça vous interpelle aussi. Écoutez, si vous n'êtes pas le maire. Nous avons eu des frictions. Il faut appeler les choses comme elles sont, monsieur le maire et moi. Nous sommes aujourd'hui dans des meilleures dispositions l'un vis-à-vis de l'autre. Et nous avons décidé vraiment d'unir nos efforts pour le meilleur devenir de nos administrés. Et nous avons identifié quelques projets que nous avons en commun, dans le futur centre commercial, dont éventuellement un futur marché. Et nous avons l'intention de travailler maintenant de concert. Parce que quelque chose que vous ne dites pas, ces dernières années, le marché de Yamoussoukro a été la victime de 5 incendies consécutifs. Donc, ça pose plusieurs ordres de problèmes. Ça veut dire que le marché actuel est certainement mal localisé, en termes de sécurité, mal sécurisé, en termes de casernes de pompiers, mal couverts. Bref, il y a peut-être l'indication de construire un autre marché ailleurs. Et cela, monsieur le maire et moi devons le faire de concert et nous en avons l'intention. Avec tout ce que vous venez de nous indiquer là comme projet, ça veut dire que d'ici quelques années, Yamoussoukro va changer de visage, être véritablement digne de la capitale de la Côte d'Ivoire.
Mais Yamoussoukro a déjà changé de visage. Ou alors ça fait longtemps que vous n'y êtes pas allé. Aujourd'hui, pas si longtemps que ça. Donc Yamoussoukro a déjà changé de visage. Et les gens nous en font le compliment, à monsieur le maire et à moi-même. Nous avons consenti de gros efforts pour rendre plus agréable Yamoussoukro. Et les gens nous le disent. Et nous avons, personnellement, j'ai deux impératifs. Je pense qu'en me nommant gouverneur du district autonome de Yamoussoukro, le président m'a fait confiance. Donc je peux dire que je jouis de sa confiance et je peux dire aussi que je jouis de son affection. C'est mon premier impératif, ne pas décevoir sa confiance pour continuer à bénéficier de son affection. Mon deuxième impératif, c'est mes administrés. Et bon, peut-être qu'à Abidjan, les gens disent que Yamoussoukro n'est pas le reflet de la capitale qu'elle a été, mais je vous invite à aller interroger les habitants de Yamoussoukro et à prendre leur avis. Je crois que Yamoussoukro change au quotidien. Yamoussoukro est plus propre, Yamoussoukro est plus sûr en termes de sécurité publique. Et Yamoussoukro attire de plus en plus les touristes ivoiriens. Pratiquement tous les week-ends, Yamoussoukro est rempli d'Abidjanais et d'Ivoiriens de Bouaké, de Boiflé, qui viennent passer le week-end à Yamoussoukro. Vous n'êtes pas le premier responsable, mais dites-nous, qu'est-ce que vous savez du transfert effectif de la capitale? Le transfert, peut-être, a été mis un peu en veilleuse, parce que son Excellence, Monsieur le Président de la République, a été confronté à d'autres urgences, à d'autres priorités, auxquelles il a failli répondre. La Côte d'Ivoire avait pris un réel retard dans beaucoup de domaines. Il a fallu rattraper ce retard-là. Mais je pense que le problème du transfert va être réactualisé, repris en main par les autorités compétentes. Et d'abord, par exemple, il a fallu revoir le plan urbain directeur de Yamoussoukro. Ça y est, c'est fait. Il va être livré. Et à partir de là, on va pouvoir reparler du transfert de la capitale. Je crois que ça va redevenir un sujet d'actualité. Et je pense que ça va rentrer dans les priorités de ce second mandat de son Excellence le Président Ouattara. Parlons maintenant, dans cette dernière partie de l'émission, de votre engagement politique. Cet engagement date de 2004. Vous avez été nommé conseiller du président du RDR, le docteur Alassane Ouattara. Qu'est-ce qui vous a décidé à entrer en politique? Vous situez mon entrée en politique à 2004. Moi, je la situe un peu avant. Un peu avant, d'accord. 2002. C'est en 2004 que vous avez été nommé conseiller du président du RDR. Nommé? Ouais, nommé. Oui. Mais en fait, depuis 2002, je travaillais avec lui. Très bien. Il faut que je vous dise que notre grand-père nous interdisait de faire de la politique active. Donc, ça peut surprendre, mais je n'ai jamais milité dans aucun parti politique avant d'entrer au RDR. La première fois que je milite dans un parti politique, c'est en 2002. Et la première fois que je prends une carte, c'est au RDR. Alors ma question, c'est pourquoi je vous ai posé la question à dessein, parce que même si votre grand-père vous empêchait de militer dans un parti, on aurait peut-être pensé que votre engagement se ferait dans le parti qu'il a créé. Vous n'y adhérez pas, vous adhérez au RDR, vous doit avoir une explication. Oui, il y en a. Laquelle? Oh, elles sont nombreuses. Allez-y. Je ne sais pas comment vous dire ça. Vous tombez sous le charme du président du RDR, le docteur Alassane Ouattara. Vous savez, j'ai observé la situation locale à Yamoussoukro. Et quand, en 2002, j'arrive à Yamoussoukro, il y a 4 PDCI à Yamoussoukro. Le PDCI du maire, M. Jean Nyarangbe, le PDCI du gouverneur du district de l'époque, M. Ndri Apollinaire, le PDCI de M. Jean Bani, le PDCI, il y en a 4. Un trop plein. Donc moi, j'adhère à quel PDCI? Vous adhérez au PDCI, tout simplement? Non, mais justement, ce n'était pas possible. Il fallait choisir parmi un de ces 4-là. Et je vous avoue que les 2 premières années, j'ai essayé de les rapprocher. J'ai essayé de leur dire, mais unissez-vous, je ne comprends pas. Vous militez tous dans le même parti, et pourtant vous êtes opposés les uns aux autres. Je ne comprends pas. Et n'y arrivant pas, et ne voulant pas adhérer à un de ces 4 PDCI-là, je suis allé au RDR. Et arrivé au RDR, je suis effectivement tombé sous le charme de M. Alassane Ouattara, qui vraiment, je suis tombé sous son charme. C'est un monsieur qui écoute, c'est un monsieur qui vous laisse parler, c'est un monsieur qui tient compte de vos observations, et c'est un monsieur qui est très réactif. Je suis vraiment tombé sous son charme.
Et c'est valorisant de travailler pour lui. Voilà. Et ça, c'est dès 2002. Ce n'est pas seulement en 2004. Et puis par la suite arrive le RHDP, la création du RHDP. Moi, déjà, depuis 2002, je suis avec M. Ouattara. Et aujourd'hui, de voir le président Ouattara et M. le président Bédié se dire grand frère, petit frère, c'est un rêve que j'ai toujours caressé. Parce que pour moi, dans ma tête, ce rêve aurait dû se réaliser dès 1990. Si M. Ouattara et M. Bédié s'étaient entendus dès 1990, ça nous aurait épargné beaucoup de errements, beaucoup de retard. Mais bon, il n'est jamais trop tard pour bien faire. Aujourd'hui, ils s'entendent, ils sont frères et frères. Dieu merci. Très bien. Et donc après tous ces palabres, les deux se sont mis ensemble pour développer la Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, on parle de partis unifiés, RHDP, PDCI. Apparemment, les bases ne comprennent pas très bien. Quelle est votre réaction quand vous regardez tous ces palabres dans les journaux? Écoutez, je crois que le problème a été tranché. Pour se référer à ces mêmes journaux, je crois avoir lu récemment que le futur parti s'appellerait RHDP. Donc, je n'ai pas d'état d'âme. S'il s'appelle RHDP, je m'appellerai RHDP. Je n'ai pas d'avis particulier là-dessus. Ce qui importe, ce n'est pas le nom que porte le parti. Ce qui importe, c'est ce que nous faisons au quotidien pour améliorer la vie de nos concitoyens. Ce qui importe, c'est quel projet porte le futur parti unique. Ce qui importe, combien de routes allons-nous construire? Combien d'hôpitaux allons-nous bâtir? Comment allons-nous améliorer la vie de nos concitoyens? Peu importe le nom que ce parti portera. Pour moi, c'est... Dans ce débat sur le nom qui semble-t-il est tranché maintenant, je vous ai lu dans un journal, vous avez dit, moi je suis cadre du RDR, mais tant qu'à faire, revenir dans la maison créée par mon grand-père, le PDCI. Non, vous pouvez faire dire tout à n'importe quoi quand vous le sortez du contexte. Et le contexte, c'était quoi? J'étais allé présenter mes vœux à son Excellence, le président Alassane Ouattara. À ce moment-là, un journaliste passe et il me dit « Ah, je veux vous interroger, je suis un journaliste au Nouveau Réveil ». Et puis, il me pose toute une série de questions. Et il m'entraîne sur ce domaine-là. Et je lui dis ceci, quand on revient dans la maison du Père, on ne change pas le nom du Père. Voilà. Et c'est devenu que moi, je me suis prononcé pour le maintien du PDCI, que voilà, donc c'est sorti du contexte. J'estime que oui, effectivement, quand on revient dans la maison du Père, on garde le nom du Père. Maintenant, si nos deux présidents s'entendent pour dire que ce ne sera ni le PDCI, ni le RDR, je me range à leur décision. Je n'ai pas d'état d'âme là-dessus. Le RHDP me convient tout à fait. Parce que dans H, c'est le nom de Félix Houphouët-Boigny. Voilà. On garde l'oufouettisme, on garde la pensée oufouettiste, on garde la démarche oufouettiste de la paix, de la concorde, de l'entente. On garde la vision prospective pour la Côte d'Ivoire. On garde une Côte d'Ivoire dynamique. On garde la fraternité. On garde beaucoup de valeurs oufouettistes. Je me reconnais dedans. Je me sens à l'aise dedans. Lucien Thiam, le président de la République entame donc son second mandat. Il y a un concept nouveau qui est apparu. Le président a insisté sur l'Ivoirien nouveau. Comment vous comprenez ça et selon vous, comment devrait-on aller à cet Ivoirien nouveau? C'est un travail de longue haleine. J'étais très jeune au moment de l'indépendance, mais je me souviens d'un ministère qui portait le nom de ministère de l'éducation populaire, de la jeunesse et des sports et de l'éducation populaire. Quand on parle d'émergence, l'émergence n'a pas qu'une dimension de développement en infrastructure. L'émergence a une dimension culturelle. Il faut éduquer le peuple. Il faut apprendre au peuple à traverser dans les clous. Il faut apprendre au peuple à respecter la règle. Il faut apprendre au peuple à faire la queue pour prendre le bus. Il faut apprendre au peuple à respecter la hiérarchie, à respecter l'aîné, à respecter l'ordre. Bref, tout ça s'apprend dès le plus jeune âge. L'Ivoirien nouveau, c'est ça. C'est un Ivoirien éduqué. Mais on ne va pas attendre ceux qui rentrent en maternelle. Il y a l'éducation que l'on vous donne et il y a l'éducation que vous vous donnez. Il faudrait que nous, qui avons la chance d'être aux commandes, au pouvoir, entre guillemets, nous soyons des modèles pour les autres. Cette éducation que nous demandons aux Ivoiriens, il faut que nous la donnions à nous-mêmes. Pour beaucoup d'Ivoiriens, les Ivoiriens ont pris tellement de mauvaises habitudes qu'il leur sera difficile de changer. Est-ce que vous êtes confiant en l'avènement de cet Ivoirien nouveau? Oui, on dit la peur du gendarme, c'est le début de la sagesse. Je crois que ce redressement ne se fera pas sans un peu de répression.
Et fondamentalement, moi, je ne suis pas un démocrate. Au sens où multipartisme, n'importe qui a le droit de dire n'importe quoi à n'importe qui. Je ne le crois pas. Un peu de dictature, Oui, dictature éclairée. Je pense que pour arriver à la démocratie, il faut la pression d'un pouvoir autoritaire pendant un certain nombre d'années pour apprendre des comportements à la population. Est-ce que Singapour est démocrate? Pourtant, ils ont des performances économiques incroyables. À Singapour, c'est interdit de jeter un chewing-gum dans la rue. Je crois que nous avons commencé comme ça. À l'époque, quand nous étions étudiants, vous croyez qu'il y avait des débats sur le campus? Quand il y avait une grève, on nous ramassait, nous tous. On nous vidait des campus, et puis c'était à Kwedo. Et puis, on apprenait à marcher droit. Moi, je ne crois pas que le multipartisme nous a été d'une grande utilité. Vous voyez, on retourne au parti unique. Moi, je crois qu'il faut, pas un autocrate, mais il faut un pouvoir fort pendant un certain nombre d'années. Il faut éduquer la masse pendant un certain nombre d'années. Et puis, progressivement, lâcher un peu la bride. Regardez au sein d'une famille. Un père de famille ne négocie pas avec un enfant de 4 ans. Mais au fur et à mesure que vous grandissez, au fur et à mesure que vous donnez à votre père ou à votre mère la preuve que vous êtes responsable, que vous avez un comportement responsable, on vous donne plus de liberté. Je ne crois pas qu'il faut lâcher la bride comme ça, à tout va, si avant ça, on ne vous a pas appris à assumer cette liberté-là. L'Ivoirien nouveau, c'est ça. C'est un monsieur qui arrive à l'heure à ses rendez-vous, c'est un monsieur qui respecte l'ordre, c'est un monsieur qui s'arrête au feu rouge, c'est un monsieur qui respecte la priorité à droite, et ainsi de suite. C'est un monsieur qui est courtois avec les femmes, c'est un monsieur qui est courtois avec les journalistes. Beaucoup de choses. C'est un comportement auquel nous pouvons arriver si nous nous imposons, chacun d'entre nous, ce comportement-là. Augustin Thiam, nous arrivons presque au terme de cette émission. Pour les Yamoussois et Yamoussoises, je crois que c'est ce qu'on dit, hein. J'ai entendu le terme de la bouche des gens qu'on a bannis, qui vous regardent. Qu'est-ce que vous pouvez leur dire? À quoi peuvent-ils s'attendre dans les 5 prochaines années, par exemple, de leur ville? 5 ans, c'est loin. Déjà, je vous disais que nous avons écrit un plan stratégique de développement. Nous allons le restituer le 12 mars. Donc, c'est à très belle échéance. Je vous parle du plan stratégique de développement. Je vous dis, nous allons construire une autoroute de contournement de Yamoussoukro. Si tout se passe bien, ça peut être lancé cette année. Je vous parle d'un abattoir, ça peut être lancé cette année aussi. Je vous parle d'un môle, ça peut être lancé aussi cette année. Je vous parle de reprofilage de route. Le message que je lancerai aux Yamsois et aux Yamsoises, d'avoir confiance dans leur président de la République, le président Alassane Ouattara, c'est un monsieur qui tient ses engagements. Il vient de nous montrer au cours de son premier mandat, et je pense qu'il va encore nous surprendre. Il va encore nous mener plus loin. Je leur demande de pardonner à ceux qui les ont offensés. Je leur demande de pratiquer le pardon entre eux. Je leur demande de... Parce que ce n'est pas possible de construire un pays s'il n'y a pas l'entente, s'il n'y a pas la paix. Il faut que nous évoluions dans une Côte d'Ivoire apaisée. Donc je demande à chaque Ivoirien, chaque Ivoirienne, de faire l'effort sur lui-même, de pardonner à l'autre, de retrouver cette ambiance que nous avons connue et que nous avons perdue, de retrouver cette Côte d'Ivoire fraternelle, de retrouver cette Côte d'Ivoire qui a confiance en elle-même, qui a confiance en son avenir, qui a confiance en ses hommes politiques, qui a confiance en son prochain, qui aime son prochain, qui pardonne à son prochain. C'est le prix à payer si nous voulons effectivement que la Côte d'Ivoire soit émergente en 2020. Merci, Monsieur Augustin Thiam. J'ai été très heureux de vous recevoir sur ce plateau. Je rappelle que vous êtes le chef de canton des Akoué et vous êtes également le gouverneur du district autonome de Yamoussoukro. Avec vous, nous avons donc parlé de la famille Oufoué, on a parlé du district de Yamoussoukro, on a parlé du parti unifié, le développement de la Côte d'Ivoire. J'ai été très heureux de vous avoir sur ce plateau et merci d'avoir répondu à nos questions. Bonne suite de programme sur RTI1, la chaîne qui rassemble. À moins que vous ayez quelque chose à ajouter, si vous permettez, je voudrais, moi, vous remercier de m'avoir invité, parce que j'avoue, je n'étais pas demandeur, et j'avoue avoir longtemps hésité. J'ai consulté, j'ai demandé, parce que la télévision ou la presse écrite peut être une arme à double tranchant. Et vraiment, j'ai beaucoup hésité avant d'accepter. Et puis après, je me suis dit, ça peut être une bonne chose de venir en tant que responsable, répondre à des questions, rendre un peu compte de ce que nous faisons
pour qu'il y ait une plus grande vision médiatique du district autonome, de ce qu'il fait, de ce qu'il réalise et des projets qu'il a pour les administrés dont il a la charge. Merci de m'avoir invité. Et nous avons apprécié tout ce que vous avez dit sur ce plateau. Merci, bonsoir, bonne suite de programme sur RTI 1. Merci. Vous êtes chef parce que votre mère est sœur de chef ou votre grand-mère est sœur de chef. Je m'attendais à cette question. Et donc, la chefferie de canton entre dans notre famille comment? Le premier chef de canton s'appelait Kwasingo I. Il avait 4 sœurs. Ndrikan, Moumra, Yablé et Yaakan. Ça veut dire que chacune de ces sœurs peut transmettre à sa descendance mâle, parce que chez nous, les hommes seulement héritent de la chefferie de canton, peut donc transmettre à sa descendance mâle la chefferie de canton. Quand le premier chef de canton meurt, le deuxième à lui succéder, c'est Augustin. Pourquoi? Parce que sa mère, Ndrikan, est la sœur de ce chef de canton-là. Quand Augustin meurt, le troisième chef de canton, c'est Félix lui-même, parce que sa mère, Ndrikan, est la sœur de ce premier chef. Ces deux sœurs, Mami Fete et Mami Adjoa, n'ont pas d'enfants. Quand Houphouët-Boigny ne peut plus être chef ou ne veut plus être chef, on remonte dans l'arbre généalogique à la deuxième sœur de ce même premier chef qui s'appelait Mbra. Et on prend son fils, Kwasingo, qui devient le 4e chef de canton. Quand ce 4e chef de canton meurt, on remonte encore dans le même arbre. On prend la 3e sœur qui s'appelle Yablé, dont la fille, Mami Djeneba, n'a pas de descendance. On remonte dans l'arbre, on prend la 4e sœur, Yaakan, dont la fille, Mami Amoui, a une fille, Marietou, qui a un fils, Augustin. Cela revient à dire que la règle du matriarcat qui a été appliquée aux 4 chefs précédents est la même qui m'est appliquée. Et c'est à ce moment-là que d'autres disent « Ah non, le matriarcat qui a été appliqué à 4 chefs, on va le changer et maintenant on va appliquer le patriarcat. » Excusez-moi, il y a de quoi être étonné. Voilà sur quoi se fonde la revendication de mon cousin. Il veut quelque chose auquel sa naissance ne lui donne pas droit parce qu'il est descendant de garçons. Chez nous, on appelle ça Yaswaba. Chez nous, seuls héritent de la chefferie de canton les Blaba. Et j'en suis 1 sur 3 générations. Donc, nous jouons dans la même équipe. Nous sommes partenaires au sein de la même famille, sauf que le chef de canton, ce n'est pas lui. Et à votre avis, d'où cela vient qu'il vous conteste? C'est à lui qu'il faut poser la question. Moi, pour moi, c'est mon petit frère. Vous avez dit tout à l'heure votre cousin, je vous ai dit mon petit frère. J'ai toujours eu d'excellentes relations avec lui. Nous avons fait beaucoup de choses. La jeunesse dissolue dont vous parliez tout à l'heure, nous l'avons menée ensemble. Nous avons énormément de fait de choses ensemble. Je n'ai pas compris moi-même tout à coup qu'il s'élève contre moi. Mais je vais revenir aussi sur une citation que j'aime bien. Vous savez, beaucoup d'hommes politiques disent avoir lu Machiavel, Le Prince. Et il y a une phrase du Prince que j'aime bien. Dans Le Prince de Machiavel, il y a cette phrase. Donc, le prince devenu roi doit savoir oublier les querelles du prince et commencer son nouveau ministère par un ministère sur lui-même. Dès lors que je n'étais pas chef de canton, je pouvais me battre, je pouvais avoir des adversaires, je pouvais me fâcher. Mais dès que je deviens chef de canton, je dois commencer mon ministère de chef de canton par un ministère sur moi-même. Calmer mes passions, calmer mes haines, ne plus avoir d'adversaires, ne plus avoir des ennemis. Pour être un bon chef, je dois savoir être le chef de ceux qui m'ont soutenu comme le chef de ceux qui m'ont combattu. Et donc je saisis l'occasion pour dire simplement à ceux-là de venir me rejoindre pour qu'ensemble, nous gérions ce bien qui nous est commun. Vous avez dit mon jeune frère. Est-ce qu'avec votre jeune frère, vous vous êtes assis comme ça pour parler? Plusieurs fois. Plusieurs fois. Vous savez, j'aime pas les conflits. Je suis allé moi-même plusieurs fois le voir. Mais il est peut-être mal conseillé. Vous pensez qu'il y a des mains obscures qui tirent les ficelles? C'est fort possible. Mais nous n'avons a priori pas de problème vraiment réel entre lui et moi. Donc il ne faut pas résumer ce problème Augustin Daoué, Augustin Thiam, à la ramener à toute la famille. La famille Houphouët-Boigny se porte très bien. Et vous savez,
je viens d'expliquer la succession chez nous. Moi, je n'ai jamais dit que je veux être chef. On dit, on ne devient pas chef, on est chef. C'est votre naissance qui fait de vous un chef, ce n'est pas votre ambition. La chefferie est venue à moi, je ne suis pas allé à la chefferie. C'est après avoir franchi toutes les étapes traditionnelles que l'administration vous délivre un arrêté préfectoral. J'ai même lu Augustin Thiam, chef par arrêté préfectoral. L'arrêté préfectoral est comme le bac que vous passez à la fin du lycée. Vous ne pouvez pas avoir le bac dès la 6e. L'arrêté préfectoral, c'est l'aboutissement d'un cheminement traditionnel. Et c'est ce document qui fait de vous un auxiliaire de l'administration. Et entre la date où le village a demandé mon arrêté et la date où on me l'a donné, s'est écoulé 1 an, pendant lequel des enquêtes ont été menées par le préfet de région. Et à la suite de ça, on m'a délivré un arrêté préfectoral qui fait de moi effectivement le chef de canton. On dit d'enquête, ça veut dire que tous ceux qui ont voix au chapitre ont confirmé, on dit c'est Augustin Thiam qui doit être donc l'héritier. Écoutez, j'ai franchi toutes les étapes. Est-ce qu'il n'y a pas d'arrière-pensée politique dans ce débat? Je ne veux pas en tenir compte. Vous savez, je ne veux pas même rentrer dans ce débat-là. Supposons même que je sois le pire des choix. Nous sommes 5 garçons. Chacun de mes frères a autant de droits que moi d'être chef. Qu'est-ce qu'on fait d'eux une fois qu'on m'a éliminé? Il faudrait que chacun des deux épuise ses droits à la succession avant qu'on pense à quelqu'un d'autre. Ce n'est pas le cas. Même moi, avant de me faire chef, on a demandé à mon grand frère Daouda. Le droit d'aînesse existe chez nous. Félix a été chef après son frère. Mais il a fait une lettre de renonciation pour que son petit frère Augustin devienne chef avant lui. Donc mon grand frère a été consulté. Ma tante Monique, qui aujourd'hui me combat, a été consultée, a donné mon nom. La sœur de ma mère a donné mon nom. Les sachants de la famille, M. Bani, M. Diallo, tout le monde a été consulté. Tout le monde a été d'accord. C'est moi qui, en 2010, aux côtés du roi des Nzima, reçois le président Bédié et le président Ouattara et qu'on lance le mot voter à l'anissan. Et je les reçois, pourquoi? Parce que je suis chef de canton, assis à côté du roi des Nzima. Donc, en 2010, je suis chef de canton, je reçois Bédié et Ouattara, et en 2015, il faut m'enlever. Que s'est-il passé entre-temps? Posez la question à ceux qui veulent m'enlever. On le saura plus tard. Alors, parlons maintenant de la Chambre. Vous êtes donc chef de canton des Akoué, vous êtes donc membre de la Chambre des rois et chef de Côte d'Ivoire. Quel est votre niveau de responsabilité et que fait cette Chambre donc à votre avis, pour le développement de la Côte d'Ivoire? Est-ce qu'elle a sa place? Il ne faut pas voir ça en termes de niveau de responsabilité. Vous avez parlé d'une chambre. Les décisions de la chambre sont consensuelles. Ensuite, la création de la chambre répond à une promesse électorale faite par le candidat Alassane Ouattara. Et il faut dire aussi que les lois et règlements qui régissaient les chefs coutumiers en Côte d'Ivoire dataient de 1947. Il n'était plus que temps de l'actualiser. Mais il me semble que nous sommes venus uniquement pour parler de la chefferie. Quant aux missions de la chefferie, récemment, vous avez vu que le président Ouattara nous a reçus. Nous avons organisé un séminaire et nous avons produit un rapport, nous avons fait des recommandations au chef de l'État et ça a été notre contribution au retour à la paix et à l'harmonie en Côte d'Ivoire. Donc, le chantier de la chefferie est vaste. Nous avons beaucoup de choses en projet. Par exemple, nous avons des règles de mariage, des règles de succession, qui ne sont pas codifiées, qui ne sont pas écrites. Comment les transmettre aux générations futures? Uniquement par la voie orale? Il va falloir les mettre sur papier. Nous avons un projet de produire des livres didactiques. Nous avons un projet d'écrire l'histoire de nos différentes peuplades. Nous avons un projet de parler des accords interethniques, des alliances intertribales, interfamiliales. Bref. Donc c'est une chambre qui a parfaitement sa place dans la Côte d'Ivoire d'aujourd'hui. Tout à fait. Très bien. Alors, parlons maintenant du district. On n'a pas qu'à parler de la chefferie. Depuis 2011, vous êtes le gouverneur donc, du district autonome de Yamoussoukro, monsieur le gouverneur. D'abord, présentez-nous ce district-là. Comment, sa situation géographique et tout ça. Pour ceux qui ne connaissent pas Yamoussoukro, qu'est-ce qu'on peut dire? Écoutez, le district est une collectivité territoriale de type particulier qui a été créée par la loi et qui, ces dernières années, a connu différentes modifications. D'abord, le district autonome de Yamoussoukro faisait partie intégrante de la région des Lacs, puis la région des Béliers. Et puis récemment, des lois ont été votées qui séparent le district autonome de Yamoussoukro de la région du Bélier. Et au jour d'aujourd'hui, aux yeux de la loi,
le district de Yamoussoukro est composé des départements de Yamoussoukro et d'Atigouakro, avec au capital Yamoussoukro. Donc c'est une collectivité territoriale de statut particulier. Le gouverneur est nommé en conseil des ministres, il a rang de ministre, il est nommé par décret présidentiel, il est nommé avec 5 vice-gouverneurs et il travaille avec un conseil du district qui est l'émanation des élus locaux. Par exemple, 2/3 du conseil du district est choisi parmi le conseil municipal des communautés du district et 1/3 est nommé par le président de la République. Voilà présenté en gros sur le plan administratif le district de Yamoussoukro. Et donc depuis 2011, vous êtes donc à la tête du district. Quelles sont vos attributions, monsieur le gouverneur? Le district est avant tout un outil de développement. Nos champs sont multiples, variés. Surtout éducation nationale, santé, environnement, construction, planification du développement, réfection de routes, construction d'écoles, construction de collèges. Par exemple, quand nous avons été nommés en 2011, le district avait lancé la construction de 4 collèges. Tiendekro, Molonoublé, Atigouakro et Kossou. Et ces 4 chantiers étaient pratiquement totalement arrêtés. Aujourd'hui, 2 de ces collèges font désormais partie de la région du Bélier. Ce sont les collèges de Tiendekro et de Molonoublé. Et 2 de ces collèges, celui de Kossou et d'Atigouakro, font partie du district autonome de Yamoussoukro. Le collège de Kossou est achevé et fonctionnel. Le collège d'Atigouakro aussi est pratiquement achevé, fonctionnel. Nous construisons aussi des écoles. Nous avons, pour l'exercice 2014-2015, construit une douzaine d'écoles primaires de 3 classes avec bureaux. Nous avons construit aussi une douzaine de logements sociaux pour les instituteurs qui travaillent dans ces écoles. Nous reprofilons de routes. L'année dernière, 2014-2015, nous avons reprofilé près de 103 km de pistes villageoises. Nous entretenons la nationale, beaucoup de choses. Nous avons mis en place un système d'information géographique. Nous allons ouvrir au mois de mars un centre multimédia communautaire à Yamoussoukro pour permettre aux plus démunis d'avoir accès à Internet. Nous nous lançons aussi dans l'agriculture. Nous avons plusieurs projets agricoles, dont le riz, Yanovel, dont vous avez entendu parler dans les médias écrits. Nous avons un accord de partenariat avec l'INPHB, nous allons installer environ 300 jeunes agriculteurs. Nous avons un autre projet financé par la Banque mondiale qui s'appelle le PGDEC, qui va nous permettre d'installer environ 500 jeunes agriculteurs toujours. Nous avons signé un accord de partenariat avec la CIPRA, qui est une société de production d'aliments de bétail, qui vient d'ouvrir une usine de production d'aliments de bétail sur la route de Saint-Fra à la sortie de Yamoussoukro et qui va installer environ une centaine de jeunes producteurs de maïs. Nous sommes en train de passer aussi un accord de partenariat avec le Conseil du café cacao et nous allons réensemencer les 1200 hectares de la plantation de Tumbokro. Voilà en gros les différents champs dans lesquels nous intervenons. Quand on parle du développement de Yamoussoukro, la question des droits coutumiers revient avec force. Monsieur le gouverneur, aujourd'hui, quel est le point de la situation? Est-ce que tout est réglé ou on voit des règlements? Écoutez, il y avait une structure qui était chargée du transfert de la capitale et qui gérait cette histoire de droits coutumiers. Pour ce qui nous concerne, nous, au district de Yamoussoukro, nous avons arrêté certaines dispositions. Toute nouvelle réalisation doit intégrer dans l'estimation de son coût la purge des droits coutumiers. Le district de Yamoussoukro, par exemple, a écrit le plan stratégique de développement du district pour les 15 prochaines années. Et nous allons investir près de 500 milliards dans différents secteurs. Et nous venons de rencontrer des investisseurs chinois suite à une mission que nous avons conduite en Chine, que Madame le Premier vice-gouverneur a conduite. Elle est revenue et 4 projets ont été retenus par des investisseurs chinois qui vont financer à 100% ces 4 projets-là. Il s'agit d'une voie de contournement de Yamoussoukro qui sera d'une longueur d'une trentaine de kilomètres, qui va contourner Yamoussoukro, qui fera la jonction entre l'autoroute qui arrive d'Abidjan et l'autoroute qui va partir sur Boaké-Thiébissou. Nous avons un projet d'abattoir, nous avons un projet aussi de môle, comme le Morocco Mall, qui va être construit à Yamoussoukro. Nous avons aussi un projet, un système d'épuration des égouts, des stations d'épuration des eaux
des eaux usées à Yamoussoukro. Voilà les 4 projets qui vont très certainement être réalisés dans les années qui viennent. Et quels sont les moyens dont vous disposez pour la réalisation de tous ces projets-là? Mais ça va être fait en BOT, Build, Operate, Transfer. Les investisseurs vont gérer, amortir et transférer ça au district. Monsieur le gouverneur, quand on arrive à Yamoussoukro, il y a 2 choses qui choquent tout de suite. C'est le marché qui est en pleine ville, et puis les lacs qui en ajoutent au charme de Yamoussoukro, qui ne sont plus entretenus, en tout cas pour certains. Quelle est la situation? Qu'est-ce qui bloque? C'est manque de moyens, ou bien est-ce que vous avez des projets, par exemple, pour la construction de nouveaux marchés, déplacer celui qui est là? Ça fait, ça fait vraiment désordre quand on arrive à Yamoussoukro. Je pourrais vous dire que je vous suggère d'inviter M. le maire à votre prochaine émission, parce que tout ce qui concerne la commune est sous l'autorité du maire. Et le district de Yamoussoukro n'a sous son autorité que la nationale 3 qui traverse Yamoussoukro. Le reste est de la compétence du maire. Très bien, j'espère que j'aurai l'occasion de la voir un jour. Mais pour le commun des Ivoiriens, c'est vous le gouverneur, c'est monsieur le maire, c'est vous deux qui êtes à la tête donc du développement de Yamoussoukro. Est-ce que vous en parlez quand vous voyez? J'imagine que ça vous interpelle aussi. Écoutez, si vous n'êtes pas le maire. Nous avons eu des frictions. Il faut appeler les choses comme elles sont, monsieur le maire et moi. Nous sommes aujourd'hui dans des meilleures dispositions l'un vis-à-vis de l'autre. Et nous avons décidé vraiment d'unir nos efforts pour le meilleur devenir de nos administrés. Et nous avons identifié quelques projets que nous avons en commun, dans le futur centre commercial, dont éventuellement un futur marché. Et nous avons l'intention de travailler maintenant de concert. Parce que quelque chose que vous ne dites pas, ces dernières années, le marché de Yamoussoukro a été la victime de 5 incendies consécutifs. Donc, ça pose plusieurs ordres de problèmes. Ça veut dire que le marché actuel est certainement mal localisé, en termes de sécurité, mal sécurisé, en termes de casernes de pompiers, mal couverts. Bref, il y a peut-être l'indication de construire un autre marché ailleurs. Et cela, monsieur le maire et moi devons le faire de concert, et nous en avons l'intention. Avec tout ce que vous venez de nous indiquer là comme projet, ça veut dire que d'ici quelques années, Yamoussoukro va changer de visage, être véritablement digne de la capitale de la Côte d'Ivoire. Yamoussoukro a déjà changé de visage. Ou alors ça fait longtemps que vous n'y êtes pas allé. Aujourd'hui, pas si longtemps que ça. Donc Yamoussoukro a déjà changé de visage. Et les gens nous en font le compliment, à monsieur le maire et à moi-même. Nous avons consenti de gros efforts pour rendre plus agréable Yamoussoukro. Et les gens nous le disent. Et nous avons, personnellement, j'ai deux impératifs. Je pense qu'en me nommant gouverneur du district autonome de Yamoussoukro, le président m'a fait confiance. Donc je peux dire que je jouis de sa confiance et je peux dire aussi que je jouis de son affection. C'est mon premier impératif, ne pas décevoir sa confiance pour continuer à bénéficier de son affection. Mon deuxième impératif, c'est mes administrés. Et bon, peut-être qu'à Abidjan, les gens disent que Yamoussoukro n'est pas le reflet de la capitale qu'elle a été, mais je vous invite à aller interroger les habitants de Yamoussoukro et à prendre leur avis. Je crois que Yamoussoukro change au quotidien. Yamoussoukro est plus propre, Yamoussoukro est plus sûr en termes de sécurité publique. Et Yamoussoukro attire de plus en plus les touristes ivoiriens. Pratiquement tous les week-ends, Yamoussoukro est rempli d'Abidjanais et d'Ivoiriens de Bouaké, de Boiflé, qui viennent passer le week-end à Yamoussoukro. Vous n'êtes pas le premier responsable, mais dites-nous, qu'est-ce que vous savez du transfert effectif de la capitale? Le transfert, peut-être, a été mis un peu en veilleuse, parce que son Excellence, Monsieur le Président de la République, a été confronté à d'autres urgences, à d'autres priorités, auxquelles il a failli répondre. La Côte d'Ivoire avait pris un réel retard dans beaucoup de domaines. Il a fallu rattraper ce retard-là. Mais je pense que le problème du transfert va être réactualisé, repris en main par les autorités compétentes. Et d'abord, par exemple, il a fallu revoir le plan urbain directeur de Yamoussoukro. Ça y est, c'est fait. Il va être livré. Et à partir de là, on va pouvoir reparler du transfert de la capitale. Je crois que ça va redevenir un sujet d'actualité. Et je pense que ça va rentrer dans les priorités de ce second mandat de son Excellence le Président Ouattara. Parlons maintenant, dans cette dernière partie de l'émission, de votre engagement politique.
cet engagement date de 2004. Vous avez été nommé conseiller du président du RDR, le docteur Alassane Ouattara. Qu'est-ce qui vous a décidé à entrer en politique? Vous situez mon entrée en politique à 2004. Moi, je la situe un peu avant. Un peu avant, d'accord. 2002. C'est en 2004 que vous avez été nommé conseiller du président du RDR. Nommé. Ouais, nommé. Oui. Mais en fait, depuis 2002, je travaillais avec lui. Très bien. Il faut que je vous dise que notre grand-père nous interdisait de faire de la politique active. Donc, ça peut surprendre, mais je n'ai jamais milité dans aucun parti politique avant d'entrer au RDR. La première fois que je milite dans un parti politique, c'est en 2002. Et la première fois que je prends une carte, c'est au RDR. Très bien. Alors, ma question, c'est par quoi? Je vous ai posé la question à dessein, parce que même si votre grand-père vous empêchait de militer dans un parti, on aurait peut-être pensé que votre engagement se ferait dans le parti qu'il a créé. Vous n'y adhérez pas, vous adhérez au RDR, vous doit avoir une explication. Oui, il y en a. Laquelle? Oh, elles sont nombreuses. Allez-y. Je ne sais pas comment vous dire ça. Vous tombez sous le charme du président du RDR, le docteur Alassane Ouattara. C'est pas Ouattara. ça. Vous savez, j'ai observé la situation locale à Yamoussoukro. Et quand, en 2002, j'arrive à Yamoussoukro, il y a 4 PDCI à Yamoussoukro. Le PDCI du maire, M. Jean Nyarangbe, le PDCI du gouverneur du district de l'époque, M. Ndri Apollinaire, le PDCI de M. Jean Bani, le PDCI, il y en a 4. Un trop plein. Donc moi, j'adhère à quel PDCI? Vous adhérez au PDCI, tout simplement? Non, mais justement, ce n'était pas possible. Il fallait choisir parmi un de ces 4-là. Et je vous avoue que les 2 premières années, j'ai essayé de les rapprocher. J'ai essayé de leur dire, mais unissez-vous, je ne comprends pas. Vous militez tous dans le même parti, et pourtant vous êtes opposés les uns aux autres. Je ne comprends pas. Et n'y arrivant pas, et ne voulant pas adhérer à un de ces 4 PDCI-là, je suis allé au RDR. Et arrivé au RDR, je suis effectivement tombé sous le charme de M. Alassane Ouattara, qui vraiment, je suis tombé sous son charme. C'est un monsieur qui écoute, c'est un monsieur qui vous laisse parler, c'est un monsieur qui tient compte de vos observations, et c'est un monsieur qui est très réactif. Je suis vraiment tombé sous son charme. Et c'est valorisant de travailler pour lui. Voilà. Et ça, c'est dès 2002. C'est pas seulement en 2004. Et puis par la suite arrive le RHDP, la création du RHDP. Moi, déjà, depuis 2002, je suis avec M. Ouattara. Et aujourd'hui, de voir le président Ouattara et M. le président Bédié se dire grand frère, petit frère, c'est un rêve que j'ai toujours caressé. Parce que pour moi, dans ma tête, ce rêve aurait dû se réaliser dès 1990. Si M. Ouattara et M. Bédié s'étaient entendus dès 1990, ça nous aurait épargné beaucoup de errements, beaucoup de retard. Mais bon, il n'est jamais trop tard pour bien faire. Aujourd'hui, ils s'entendent, ils sont frères et frères. Dieu merci. Très bien. Et donc après tous ces palabres, les deux se sont mis ensemble pour développer la Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, on parle de parti unifié, RHDP, PDCI. Apparemment, les bases ne comprennent pas très bien. Quelle est votre réaction quand vous regardez tous ces palabres dans les journaux? Écoutez, je crois que le problème a été tranché. Pour se référer à ces mêmes journaux, je crois avoir lu récemment que le futur parti s'appellerait RHDP. Donc je n'ai pas d'état d'âme. S'il s'appelle RHDP, je m'appellerai RHDP. Je n'ai pas d'avis particulier là-dessus. Ce qui importe, ce n'est pas le nom que porte le parti. Ce qui importe, c'est ce que nous faisons au quotidien pour améliorer la vie de nos concitoyens. Ce qui importe, c'est quel projet porte le futur parti unique. Ce qui importe, combien de routes allons-nous construire? Combien d'hôpitaux allons-nous bâtir? Comment allons-nous améliorer la vie de nos concitoyens? Peu importe le nom que ce parti portera. Pour moi, c'est... Dans ce débat sur le nom qui semble-t-il est tranché maintenant, je vous ai lu dans un journal, vous avez dit, moi je suis cadre du RDR, mais tant qu'à faire, revenir dans la maison créée par mon grand-père, le PDCI. Non, vous pouvez faire dire tout à n'importe quoi quand vous le sortez du contexte. Et le contexte, c'était quoi? J'étais allé présenter mes vœux à son Excellence, le président Alassane Ouattara. À ce moment-là, un journaliste passe et il me dit « Ah, je veux vous interroger, je suis un journaliste au Nouveau Réveil ». Et puis, il me pose toute une série de questions. Et il m'entraîne sur ce domaine-là. Et je lui dis ceci, quand on revient dans la maison du Père, on ne change pas le nom du Père. Voilà.
Et c'est devenu que moi, je me suis prononcé pour le maintien du PDCI, que voilà, donc c'est sorti du contexte. J'estime que oui, effectivement, quand on revient dans la maison du père, on garde le nom du père. Maintenant, si nos deux présidents s'entendent pour dire que ce ne sera ni le PDCI ni le RDR, je me range à leur décision. Je n'ai pas d'état d'âme là-dessus. Le RHDP me convient tout à fait. Parce que dans H, c'est le nom de Félix Houphouët-Boigny. Voilà. On garde l'oufouettisme, on garde la pensée oufouettiste, on garde la démarche oufouettiste de la paix, de la concorde, de l'entente. On garde la vision prospective pour la Côte d'Ivoire. On garde une Côte d'Ivoire dynamique. On garde la fraternité. On garde beaucoup de valeurs oufouettistes. Je me reconnais dedans. Je me sens à l'aise dedans. Augustin Thiam, le président de la République entame donc son second mandat. Il y a un concept nouveau qui est apparu. Le président a insisté sur l'ivoirien nouveau. Comment vous comprenez ça et selon vous, comment devrait-on aller à cet ivoirien nouveau? C'est un travail de longue haleine. J'étais très jeune au moment de l'indépendance, mais je me souviens d'un ministère qui portait le nom de ministère de l'éducation populaire, de la jeunesse et des sports et de l'éducation populaire. Quand on parle d'émergence, l'émergence n'a pas qu'une dimension de développement en infrastructure. L'émergence a une dimension culturelle. Il faut éduquer le peuple. Il faut apprendre au peuple à traverser dans les clous. Il faut apprendre au peuple à respecter la règle. Il faut apprendre au peuple à faire la queue pour prendre le bus. Il faut apprendre au peuple à respecter la hiérarchie, à respecter l'aîné, à respecter l'ordre. Bref, tout ça s'apprend dès le plus jeune âge. L'Ivoirien nouveau, c'est ça. C'est un Ivoirien éduqué. Mais on ne va pas attendre ceux qui rentrent en maternelle. Il y a l'éducation que l'on vous donne et il y a l'éducation que vous vous donnez. Il faudrait que nous, qui avons la chance d'être aux commandes, au pouvoir, entre guillemets, nous soyons des modèles pour les autres. Cette éducation que nous demandons aux Ivoiriens, il faut que nous la donnions à nous-mêmes. Pour beaucoup d'Ivoiriens, les Ivoiriens ont pris tellement de mauvaises habitudes qu'il leur sera difficile de changer. Est-ce que vous êtes confiant en l'avènement de cet Ivoirien nouveau? Oui, on dit la peur du gendarme, c'est le début de la sagesse. Je crois que ce redressement ne se fera pas sans un peu de répression. Et fondamentalement, moi, je ne suis pas un démocrate. Au sens où multipartisme, n'importe qui a le droit de dire n'importe quoi à n'importe qui. Je ne le crois pas. Un peu de dictature, oui, dictature éclairée. Je pense que pour arriver à la démocratie, il faut la pression d'un pouvoir autoritaire pendant un certain nombre d'années pour apprendre des comportements à la population. Est-ce que Singapour est démocrate? Pourtant, ils ont des performances économiques incroyables. À Singapour, c'est interdit de jeter un chewing-gum dans la rue. Je crois que nous avons commencé comme ça. À l'époque, quand nous étions étudiants, vous croyez qu'il y avait des débats sur le campus? Quand il y avait une grève, on nous ramassait, nous tous. On nous vidait des campus, et puis c'était à Kwedo. Et puis, on apprenait à marcher droit. Moi, je ne crois pas que le multipartisme nous a été d'une grande utilité. Vous voyez, on retourne au parti unique. Moi, je crois qu'il faut, pas un autocrate, mais il faut un pouvoir fort pendant un certain nombre d'années. Il faut éduquer la masse pendant un certain nombre d'années. Et puis, progressivement, lâcher un peu la bride. Regardez au sein d'une famille. Un père de famille ne négocie pas avec un enfant de 4 ans. Mais au fur et à mesure que vous grandissez, au fur et à mesure que vous donnez à votre père ou à votre mère la preuve que vous êtes responsable, que vous avez un comportement responsable, on vous donne plus de liberté. Je ne crois pas qu'il faut lâcher la bride comme ça, à tout va, si avant ça, on ne vous a pas appris à assumer cette liberté-là. L'Ivoirien nouveau, c'est ça. C'est un monsieur qui arrive à l'heure à ses rendez-vous, c'est un monsieur qui respecte l'ordre, c'est un monsieur qui s'arrête au feu rouge, c'est un monsieur qui respecte la priorité à droite, et ainsi de suite. C'est un monsieur qui est courtois avec les femmes, c'est un monsieur qui est courtois avec les journalistes. Beaucoup de choses. C'est un comportement auquel nous pouvons arriver si nous nous imposons, chacun d'entre nous, ce comportement-là. Augustin Thiam, nous arrivons presque au terme de cette émission. Pour les Yamoussois et Yamoussois, je crois que c'est ce qu'on dit, j'ai entendu le terme de la bouche des gens qu'on a bannis, qui vous regardent. Qu'est-ce que vous pouvez leur dire? À quoi peuvent-ils s'attendre dans les 5 prochaines années, par exemple, de leur ville? 5 ans, c'est loin. Déjà, je vous disais que
nous avons écrit un plan stratégique de développement. Nous allons le restituer le 12 mars. Donc c'est à très belle échéance. Je vous parle du plan stratégique de développement. Je vous dis, nous allons construire une autoroute de contournement de Yamoussoukro. Si tout se passe bien, ça peut être lancé cette année. Je vous parle d'un abattoir, ça peut être lancé cette année aussi. Je vous parle d'un môle, ça peut être lancé aussi cette année. Je vous parle de reprofilage de route. Le message que je lancerai aux Yamsois et aux Yamsoises, d'avoir confiance dans leur président de la République, le président Alassane Ouattara, c'est un monsieur qui tient ses engagements. Il vient de nous montrer au cours de son premier mandat, et je pense qu'il va encore nous surprendre. Il va encore nous mener plus loin. Je leur demande de pardonner à ceux qui les ont offensés. Je leur demande de pratiquer le pardon entre eux. Je leur demande de... Parce que ce n'est pas possible de construire un pays s'il n'y a pas l'entente, s'il n'y a pas la paix. Il faut que nous évoluions dans une Côte d'Ivoire apaisée. Donc je demande à chaque Ivoirien, chaque Ivoirienne, de faire l'effort sur lui-même, de pardonner à l'autre, de retrouver cette ambiance que nous avons connue et que nous avons perdue, de retrouver cette Côte d'Ivoire fraternelle, de retrouver cette Côte d'Ivoire qui a confiance en elle-même, qui a confiance en son avenir, qui a confiance en ses hommes politiques, qui a confiance en son prochain, qui aime son prochain, qui pardonne à son prochain. C'est le prix à payer si nous voulons effectivement que la Côte d'Ivoire soit émergente en 2020. Merci, Monsieur Augustin Thiam. J'ai été très heureux de vous recevoir sur ce plateau. Je rappelle que vous êtes le chef de canton des Akoué et vous êtes également le gouverneur du district autonome de Yamoussoukro. Avec vous, nous avons donc parlé de la famille Oufoué, on a parlé du district de Yamoussoukro, on a parlé du parti unifié, le développement de la Côte d'Ivoire. J'ai été très heureux de vous avoir sur ce plateau et merci d'avoir répondu à nos questions. Bonne suite de programme sur RTI1, la chaîne qui rassemble. À moins que vous ayez quelque chose à ajouter, si vous permettez, je voudrais, moi, vous remercier de m'avoir invité, parce que j'avoue, je n'étais pas demandeur, et j'avoue avoir longtemps hésité. J'ai consulté, j'ai demandé, parce que la télévision ou la presse écrite peut être une arme à double tranchant. Et vraiment, j'ai beaucoup hésité avant d'accepter. Et puis après, je me suis dit, ça peut être une bonne chose de venir en tant que responsable, répondre à des questions, rendre un peu compte de ce que nous faisons pour qu'il y ait une plus grande vision médiatique du district autonome, de ce qu'il fait, de ce qu'il réalise et des projets qu'il a pour les administrés dont il a la charge. Merci de m'avoir invité. Et nous avons apprécié tout ce que vous avez dit sur ce plateau. Merci, bonsoir, bonne suite de programme sur RTI1. Merci.